François Fournier est avec nous. On va continuer de parler de cette mise en demeure parce que je pense que c'est un des derniers bons sujets là, de la session parlementaire. On pensait que ça se terminait la semaine dernière, mais là, il faut dire qu'on va continuer de parler de ça avant la prochaine campagne électorale. Bonjour François. Salut Rémi, salut Karima. Salut. Donc, on rappelle les faits. Paul Saint-Pierre Plamondon, à la fin de la semaine dernière, donnait une conférence de presse. Il était flanqué d'une partie de son équipe. Et on a fait jouer l'extrait un peu plus tôt. Là. Il dit en gros, il n'y a pas juste la CAQ qui est dans l'embarras, il y a aussi le Parti libéral du Québec qui doit préciser certaines des choses qui lui sont reprochées. Puis là, il pose une question. Il dit pas, il l'affirme pas. Il dit, est-ce qu'il y a des liens entre le Parti libéral du Québec et le crime organisé? On a reçu tantôt Jean-Louis Fortin qui connaît bien le Parti libéral du Québec. Il a fait partie de la grosse équipe au Journal de Montréal qui a enquêté sur les brownies, le financement illégal, Pablo Rodriguez, toute cette histoire-là. Et même lui, il disait, François, que crime organisé, c'est quand même osé aller là. Oui, puis tu sais, l'argument de je ne fais que poser des questions, je pense que dans le cas présent, il est quand même bien utilisé, mais c'est un argument à faire attention parce que on peut, en posant une question, diffamer quelqu'un. Donc, si vous demandez, si vous prenez quelqu'un qui a absolument aucun scandale sur le dos, et vous dites est-ce qu'il est un agresseur? Je pose la question. Tu comprends qu'il y a un aspect diffamatoire là-dedans parce que si tu n'as aucune preuve, pourquoi tu poses la question? Ça sous-entend un peu que lorsqu'on pose ce genre de questions-là, on a des éléments précis ou on a des éléments raisonnables qui permettent de croire. Ben là, dans le cas présent, on rappelle qu'il y a quand même eu des enquêtes, là, comme il y a eu des blâmes de commissaire à l'éthique notamment. On en a déjà parlé ensemble dans le cadre d'une autre émission, mais je pense que c'était quand même assez évident. Il y a eu le rapport du juge Fournier qui est un peu mi-figue, mi-raisin, là, mais en même temps, c'est un rapport interne commandé par le PLQ. Au niveau politique, moi, je trouve la sortie de PSPP assez stratégique. Là-dessus, je la trouve quand même bonne. Ce que je trouve moins bon, c'est la réplique du PLQ qui rétorque avec une poursuite, avec une mise en demeure qui potentiellement pourrait amener à une poursuite. Parce que je trouve que la meilleure manière de répondre à ce genre de truc-là, c'est de dire, soit de rien répondre, d'ignorer, ou de dire, écoutez, il y a des enquêtes en cours, on laisse ça aller, puis je laisse M. Plamondon à ses divagations, au genre de choses comme ça qu'on pourrait répondre. Parce que le fait de répondre par une poursuite, là, on enclenche une espèce d'escalade, si tu veux, de réponse, de renvoi de réponse. Puis c'est Mme Fréchette là, qui est crampée de rire au travers de tout ça, là, parce qu'elle, on commençait à avoir les premiers faux pas de son gouvernement, si on peut dire, là, avec les multiples départs de gens qui veulent pas se représenter, le rapport de la vérificatrice générale sur la filière batterie. Puis là, elle, ce qu'elle dit, en gros, son message aux Québécois, c'est « Votez pour moi, on va sortir des vieilles chicanes PQ, PLQ ». Je suis obligé de te dire que ces deux partis-là lui donnent un peu d'aide en ce moment. Mais en même temps, est-ce que ça t'inquiète un peu le côté judiciarisation du débat public? T'sais, à un moment donné, je comprends qu'on peut, oui, il y a une possibilité de diffamer si on pose une question, mais dans ce cas-ci, on a tous été sidérés par ces histoires de brownie. Il y a l'UPAC qui est là-dedans. Il y a quand même ces historiques en lien avec le commissaire à l'éthique. Donc, est-ce que tu trouves ça inquiétant qu'on en arrive justement à judiciariser ce débat politique? Oui, puis pour vrai, c'est un très bon argument que tu amènes là, un très bon point, parce que c'est pour ça, d'ailleurs, que dans notre système, il y a ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Parce qu'on veut pas, justement, que les élus se poursuivent pour des choses qui ont été dites en chambre. Mais là, si c'est dit dans le couloir de l'Assemblée nationale, là, ça peut tomber sous le coup de la loi. Mais M. Milliard ne pourra absolument pas envoyer de mise en demeure à M. Plamondon pour ce qui a été dit dans le cadre de la période de questions-réponses, par exemple, ou dans des échanges à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un élément qui est important. Puis à mon avis, je pense que peut-être hormis des cas vraiment exceptionnels, là, il me semble qu'on devrait étendre cette immunité-là à la joute politique dans son ensemble, là, à moins qu'on parle de meurtre ou de choses comme ça, là, on s'entend. Là. Mais je pense que ça amène justement une espèce de judiciarisation, d'une forme aussi, on parle souvent de l'américanisation de la politique, mais c'est un peu ça. Hein, aux États-Unis, on multiplie les poursuites envers les adversaires. Trump met en demeure un tel, après ça dit qu'un autre est un menteur, lui renvoie une poursuite. C'est un peu quelque chose qu'on n'était pas habitué de vivre au Québec, au Canada plus généralement. On dirait l'aspect judiciaire, on a toujours pensé que c'était mieux de pas mêler les tribunaux aux affaires publiques comme ça. C'est mon avis, honnêtement. Je veux qu'on revienne, puis je veux vous entendre là-dessus, vous deux, sur Christine Fréchette qui, elle, parce que c'était pas le premier à dire ça, François, qui pourrait tirer un avantage de ce fait-là en disant, par exemple, encore les vieilles chicanes entre le Parti libéral du Québec, le Parti québécois. Je suis pas convaincu, moi, là, de ça. C'est-à-dire,
c'est toute cette histoire-là de brownies, on dirait qu'elle en a laissé quelques-uns sur leur faim. Et les enquêtes sont sorties, puis là, Charles Milliard pense qu'il peut peut-être mener campagne alors qu'il y a plein de choses qui sont encore nébuleuses, qui ne sont pas encore décidées. J'ai l'impression qu'il y a quand même une demande au Québec pour plus d'informations, pour des précisions de la part du chef du Parti libéral du Québec, et que si Christine Fréchette ne joue pas ce rôle-là, quelqu'un doit le jouer, celui de justicier, celui de la saine curiosité, finalement. Absolument, sauf que de son point de vue à elle et de leur stratégie de communication, ils vont un peu se positionner comme étant, regardez, le PQ fait un peu le sale boulot. Pendant ce temps-là, moi, je suis au-dessus de ça. Je parle de ce qui est important pour les Québécois, le coût de la vie, le logement, ci et ça. Et je pense que c'est pour vrai, ça peut y être bénéfique parce que si le Parti québécois continue d'être en tête dans les sondages, et qu'on s'en va vers pas une campagne référendaire, mais quasi, là, c'est-à-dire qu'on maintient l'engagement de tenir un référendum si le Parti québécois est élu. Peut-être qu'il y a des gens dans l'électorat qui veulent pas de référendum, plutôt fédéraliste, ou en tout cas qui veut mettre cette question-là en suspens. On va peut-être finir par se dire, écoutez, là, Charles Milliard et le PLQ, ça va pas bien, là. Il y a toutes sortes de problèmes, la justice est mêlée à ça, c'est pas fini, l'ère Charest. On connaît un peu la ritournelle et pourrait être tenté de dire, sais-tu quoi, plutôt que le référendum, je pense que je vais prendre Mme Fréchette. En plus, elle a une presse qui est relativement favorable pour l'instant. Elle n'a pas trop de squelettes dans son placard, quoique avec la filière batterie, moi, je pense que elle doit traîner une responsabilité de ça parce qu'elle l'a endossé jusqu'à la fin. Là. Mais je pense que pour elle, ça va être un peu ça le positionnement. Quelque part, François, tu ne penses pas qu'on devrait, comme on dit en bon français, la challenger, la mettre un petit peu plus au défi aussi? Moi, j'ai l'impression, des fois, même médiatiquement, j'ai l'impression qu'on pourrait aller un peu plus loin, la confronter davantage, parce que c'est un vrai sujet aussi, cette espèce de liberté, parce que ça peut donner l'impression de vouloir museler. Quand tu commences à faire des poursuites en diffamation, il y a peut-être aussi cette idée de museler puis de dire non, on ne parlera pas de certaines affaires. Donc, peut-être qu'on pourrait la mettre au défi aussi par rapport à ces questions-là. Je pense que oui. Puis plus largement, je pense qu'elle n'a pas été beaucoup challengée sur le bilan de l'administration Legault là, dans toute cette histoire-là. C'est qu'à un moment donné, quand on se présente comme étant l'héritier d'un gouvernement, on doit en assumer en bonne partie le bilan. Puis c'est pas tout dire, moi, ça va être différent, moi, je suis rafraîchissante, moi, j'ai une nouvelle approche, je suis plus rassembleuse, ci et ça. Je pense qu'à un moment donné, il y a un bilan qui est apporté. Puis on l'a vu dans le cadre de d'autres élections. Ça a fonctionné pour M. Carney qui a réussi à se détacher du bilan de Justin Trudeau. Là. Mais je ne sais pas si ça va fonctionner à toutes les fois. Là. Je pense qu'à un moment donné, les électeurs vont finir par comprendre le stratagème, c'est-à-dire là, de changer de chef à la dernière minute comme ça, puis on fait croire à tout le monde qu'on est un nouveau parti avec des nouvelles orientations. Il me semble que c'est un peu gros là, cette fois-ci. Hey, parle-nous du boycott des États-Unis. Ça marche-tu, ce truc-là? Là? On a des statistiques. Pour le 2e mois consécutif, davantage de Canadiens se rendent au sud de la frontière. C'est vrai que ça marche pas, là. Ce qu'on observe à peu près sur tous les sujets, c'est que très rapidement, les gens finissent par avoir une espèce de fatigue d'à peu près tout. C'est un peu à la mode de dire ça maintenant, là, l'éco-fatigue, puis tout ce genre de trucs-là. Ah oui, on aime ça l'environnement, mais on est comme brûlé un peu d'entendre parler. Il y avait ça pendant la pandémie aussi. Là, on disait, les gens, là, ils sont comme un peu épuisés de suivre des règles, tout ça. Donc, il y a une fatigue. Mais je pense que les gens sont surtout fatigués de la politisation de tout, là. C'est-à-dire que je pense qu'on peut reconnaître qu'il y a des litiges entre le Canada, les États-Unis, il y a un truc commercial. Mais on n'est pas obligé non plus de baser notre vie et tous nos faits et gestes sur des choses politiques. Là. Si vous avez de la famille qui vit dans le Vermont, vous pouvez aller voir pareil, je pense. Là. Pas obligé de baser l'entièreté de notre vie sur des considérations politiques. Je trouve que l'époque, c'est une réflexion plus large que je trouve que ça soulevait. Je trouve que notre époque est devenue extrêmement politisé surtout. Là, des spectacles de mi-temps de Super Bowl deviennent politisés, les hymnes nationaux dans les matchs de hockey deviennent politisés, les concerts qu'on va voir, les activités qu'on fait, les voyages qu'on fait. Mais je pense à un moment donné que je sais pas, là, tu peux être souverainiste, mettons, mais avoir une tante qui vit à Calgary et avoir le goût d'aller la visiter. Là. Ça fait pas de toi un traître à la nation pour autant, là, à mon humble avis. Mais attends une minute, là, Justin Trudeau, en fin de semaine, lui, il nous avait demandé, il avait demandé aux Canadiens, il avait proposé, on va être plus précis, il avait proposé aux Canadiens de boycotter les voyages inutiles aux États-Unis, de se concentrer sur les belles provinces maritimes, sur les territoires inexplorés du Canada. Et là, en fin de semaine, il a été vu en train d'encourager l'équipe américaine aux côtés de sa nouvelle
comment on appelle ça, conjointe, enfin bon, c'est sa blonde. Nouvelle flamme, oui. Nouvelle flamme. Katy nouvelle Perry, puis là, il a flamme, dit, ouais, mais je fais ça parce que il a appelé ça des boyfriend duties. Là. Je suis son copain, donc ça fait partie de la game. Il y a aussi beaucoup d'hypocrisie là-dedans, dans le boycott. Ben, c'est on ça, boycotte c'est que jusqu'à temps que ça ne tente plus de boycotter. Ouais, voilà. Mais Il y a de je la rajouterais. posture. Il peut y avoir beaucoup de posture aussi. Ben c'est ça, c'est que je rajouterais comme précision à ce que j'ai dit avant, c'est que ça vaut pas si vous êtes un donneur de leçons. Donc, les gens qui sont des donneurs de leçons, autant en environnement qu'en politique, sur toutes sortes d'enjeux, se doivent à quelque part de donner l'exemple. T'sais, si vous me dites que l'environnement, c'est une valeur primordiale pour vous, mais j'apprends que vous faites un voyage dans l'espace, ça se peut que je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie là-dedans. C'est un peu ça le point. Donc, M. Trudeau, qui a été comme un peu l'architecte avant de partir de ce psychodrame-là, parce qu'on se rappelle que c'est lui, quand il est allé manger un pain de viande à Mar-a-Lago, qui a déclaré que Donald Trump lui avait dit que le Canada serait mieux de devenir le 51e État. Donc, c'est lui qui a un peu initié toute cette chose-là, le boycott par la suite des produits américains. Là, de le voir aller avec sa nouvelle flamme aux États-Unis, regarder des matchs d'une équipe américaine, les encourager, puis se cacher un peu derrière l'idée qu'il n'y a pas le choix parce que c'est pour faire plaisir à sa conjointe. Je trouve que c'est un peu fort, là. C'est un peu fort, surtout qu'il n'est pas n'importe qui. Non. C'est ça. Je pense que c'est le côté, des fois, comme tu dis, donneur de leçons. Tu sais, les gens n'achètent plus ça. Les gens en ont assez. Tu sais, c'est comme tu fais la leçon, puis après ça, tu fais complètement l'inverse, puis tu te justifies après. Tu sais, juste comme garde ça pour toi, mais essaie pas de faire la leçon aux autres. Ça devient insupportable. Puis parlons, tu sais, on parle souvent de la question du racisme systémique. Bien, ça, c'est peut-être un vrai exemple de racisme systémique. Là. Je sais qu'il y en a qui seront peut-être pas contents de ça, mais c'est quand même la réalité. Tu veux nous parler des Blancs? Parce que maintenant, oui, on est dans cette idéologie où on racialise, où on parle finalement des individus avec la couleur de la peau. Moi, je pensais qu'on était rendu un peu ailleurs, mais bon, manifestement, non. Tu veux nous parler de ça? C'est les Blancs exclus de programmes d'aide aux demandeurs d'emploi. Ça se passe où? C'est quoi cette histoire-là? Ça se passe au Royaume-Uni. C'est le journal britannique, le Telegraph, qui sort cette histoire-là. Puis on apprend que dans des villes qui sont notamment administrées par les travaillistes, donc le Labour Party, le parti de M. Starmer, ainsi que le Parti vert là-bas, on propose des soutiens, on appelle ça un soutien ciblé à l'emploi pour les groupes ethniques et minoritaires. Donc, en gros, vous êtes au chômage, vous cherchez un emploi, puis vous allez au bureau d'aide pour trouver un emploi. Puis on vous dit, non, mais c'est juste pour les gens de minorités visibles ici. Je dis, ben là, c'est parce que moi, je cherche un emploi, je viens au bureau de chômage. Est-ce que vous pourriez m'aider? Je sais pas, me mettre en contact. Tu sais, normalement, il y a toutes sortes de ressources pour ça, aider quelqu'un à refaire un CV, une lettre de présentation, peut-être le mettre en contact avec des employeurs qui cherchent de la main-d'œuvre. Et là, on apprend que ces programmes-là, au Royaume-Uni, en tout cas dans certaines municipalités, c'est réservé aux gens de minorités visibles. Mais là, ce qui est différent, c'est qu'il y a des gens qui commencent à se lever contre ça, là, dont une dame qui est citée dans l'article, qui est une universitaire. Elle dit, là, il faut arrêter de se voiler la tête. C'est de la ségrégation qu'on fait. Que vous appelez ça positif ou négatif, que ce soit bienveillant ou malveillant, bien intentionné ou mal intentionné, en réalité, vous faites une ségrégation basée sur la couleur de peau, puis c'est inadmissible dans une démocratie, là. À quelque part, on ne vit pas dans un système d'apartheid, là. Normalement, dans une démocratie, vous êtes un individu, vous êtes un citoyen, vous êtes un résident, vous n'avez pas d'emploi, vous allez au bureau de chômage, on se doit de vous servir. Pas d'histoire de « Ah, mais là, vous êtes pas noir, monsieur, fait que retournez chez vous ». Non, puis en plus, il y a tellement ça encore, encore une fois, c'est de l'hypocrisie. Qui pense qu'on peut faire ça d'un bord ou de l'autre, là, exclure les Noirs ou exclure les Blancs de certains postes? Qui pense vraiment que ça peut bien finir, cette histoire-là? Parce que j'imagine que c'est ça quand même la fin espérée, c'est qu'on améliore la cohésion sociale, qu'on s'entende de mieux en mieux, qu'on soit de mieux en mieux en position avec les autres. Non, mais ça va toujours mal finir, cette affaire-là. Ben, c'est que eux, leur argument, c'est en gros de dire, c'est toujours la même logique un peu fallacieuse de, on regarde des statistiques, on voit qu'il y a des disparités et donc on veut corriger ces disparités-là. Parce que ce qu'on nous dit là-dedans, c'est que le taux de chômage chez certaines minorités va jusqu'à 8-9% et chez les Blancs, entre guillemets, parce que c'est ça la catégorie qui est utilisée dans le langage, ça monte, c'est à peine de 4%. Là, on se dit, OK, parfait, mais après, il y a les individus. Donc, Maurice ou John qui se présentent au bureau de chômage, on s'en fout un peu de savoir s'il est blanc ou il est noir ou il est arabe, là. C'est pas une catégorie qui devrait être
pertinente pour les individus. Après, on peut réfléchir collectivement puis se poser la question, OK, pourquoi certains groupes ont un taux de chômage plus élevé que d'autres? Est-ce qu'il y a des raisons sociales à ça? Est-ce que ça a rapport avec le quartier d'où ils viennent? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut y réfléchir. Mais individuellement, de discriminer des gens sur la base de leur peau, on peut rationaliser ça comme on veut. Comme Rémi le disait, c'est une forme de racisme inversé ou de, tu sais, puis peu importe qu'il soit inversé ou pas, c'en est pareil. C'est-à-dire qu'on considère les gens sur la base de leur couleur. Là. Oui, non, c'est vraiment, c'est exactement ça. En fait, j'allais dire le terme, c'est de la discrimination institutionnelle planifiée. On parlait que c'était finalement de la discrimination positive. Hein, c'était le terme du débat, dire c'est la discrimination, on veut rétablir finalement, il y a eu des injustices, mais on est en train de recréer en fait une nouvelle forme, mais cette fois-ci, elle est choisie. Tu sais, quand on parle de racisme systémique, là, on installe une discrimination systémique, on va dire, parce que tu es blanc finalement, bien, tu as des privilèges. Donc, on peut imaginer des parents blancs qui ont un enfant qui va grandir, tout ça. Toi, tu veux appliquer sur un poste, on va dire, ben non. Et au fond, la raison, c'est parce que tu es blanc. Donc, il y a quelque chose... Ensuite, quand on regarde, tu parlais de cohésion sociale, puis François aussi, j'imagine que tu as regardé, il y a des manifestations de plus en plus maintenant, et ça crée ça, tu sais, ça crée des perceptions complètement débiles. Il y a des manifestations maintenant anti-immigration parce que les gens font justement des amalgames, tu sais, il y a toutes sortes d'amalgames qui se font. Et il y a une colère. Donc, tu crées finalement du ressentiment dans la population. Tu crées des histoires et c'est complètement contre-productif. Toi, tu l'as observé aussi, j'imagine, ces phénomènes-là qui deviennent contre-productifs. Oui, puis il n'y a pas grand-chose qui motive plus un être humain de manière négative que le sentiment d'injustice. Et le sentiment d'injustice de tout temps, de toute époque, c'est quelque chose qui révolte profondément les humains. On est révolté par l'injustice. Et donc, une personne qui est refusée d'un service sous la base de sa couleur de peau, de son origine ou de sa religion, clairement, elle va sentir ce sentiment-là et ça ne peut résulter que dans un ressentiment, dans une volonté peut-être même de se venger. Et là, après ça, on fait tout des pieds et des mains. Comment ça que les gens, ils votent de plus en plus pour des partis qui sont aux deux spectres politiques? Ben, je sais pas, peut-être parce que les partis institutionnels ont laissé tous ces mécanismes-là se mettre en place au détriment de certaines personnes. Et là, vous créez du ressentiment, vous allez créer une réponse politique à ça. Peut-être les gens vont dire « Ah, Nigel Farage est peut-être dangereux. » Ça pourrait être bien pire aussi si on laisse ça encore se dégrader. La réponse politique pourrait être vraiment pire que celle que les gens craignent actuellement. Ben oui. J'ai mon voyage. Donc, il y a des gens qui vont être discriminés puis qui vont être en colère. Puis après, il va y avoir du ressentiment. Non, mais c'est ça, il faut se le mettre dans la tête, là. C'est pas la bonne voie de sortie. C'est pas la bonne voie de sortie. D'un bord comme de l'autre, ça ne se justifie pas. C'est officiel, ça marche pas. À demain, François Fournier. Salut, merci François.